Bonjour à tous. En ce mois de mars, c'est un dialogue littéraire exclusivement féminin que nous vous proposons. En fin d'émission, Laurane vous présentera sa sélection d'ouvrages à lire sans modération. Et avant cela, la romancière Irène Frein vous présentera son dernier roman. Mais commençons tout de suite en compagnie de la journaliste d'origine finistérienne Annick Cogent, grand reporter au journal Le Monde et également auteur de différents ouvrages comme FM, la folle histoire des radios libres ou encore L'échappée australienne ou Retour sur image. En 1996, Annick Cogent a également reçu le prix Albert Londres pour une série de reportages sur les mémoires de la Shoah. Albert Londres, figure tutélaire des grands reporters francophones, qui écrivait justement sur le métier de reporter. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, mais de porter la plume sur la plaie. C'est une phrase qu'Annick Cogent reprend et met en application dans son dernier livre bouleversant et glaçant, Les proies dans le harem de Kadhafi. Annick Cogent, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter Les proies dans le harem de Kadhafi, un livre paru aux éditions Grasset en septembre dernier. Il s'agit d'un livre reportage qui fait suite à une enquête que vous avez menée en novembre 2011 au cœur de la Libye, alors que le pays sortait tout juste de 42 ans de dictature. Et à travers le témoignage de Soraya, une jeune Libyenne qui a été pendant 5 ans l'esclave sexuelle de Kadhafi, vous révélez un aspect méconnu de la personnalité du dictateur. Alors tout d'abord, quelle a été la genèse de l'enquête que vous avez menée et comment est-ce que vous avez rencontré Soraya et pu entendre son histoire ? Écoutez, au départ, je ne connaissais pas la Libye, je ne connaissais pas vraiment les pays arabes. J'étais allée évidemment un peu au Maroc, en Tunisie, enquêter sur la révolution de Jasmin. Et je suis arrivée presque par hasard, réellement, à cette jeune fille. Quelqu'un me dit dans mon hôtel, il y a une jeune fille qui a l'air paumée, qui dit qu'elle a été violée. Je me dis, c'est incroyable qu'une femme parle. J'ai donc rencontré cette jeune fille qui avait 22 ans, qui était traumatisée et qui me dit qu'elle a été violée, mais par Kadhafi, enlevée à 15 ans. À l'école. Elle est dans la ville de Kadhafi, à Sirte, et puis elle est choisie pour donner le bouquet de fleurs au guide suprême de la révolution. Donc elle est plutôt contente, plutôt honorée évidemment. Il va la repérer, il va la regarder de haut en bas très froidement derrière sa lunette noire, il va poser sa main sur la tête. Elle apprendra bien plus tard que c'est un signe à l'égard de ses cartes du corps pour dire celle-là, je la veux. Et ce qu'elle me raconte est proprement hallucinant parce qu'elle va intégrer une sorte de harem de Kadhafi dans les sous-sols de sa maison. Et ça va durer une sorte de martyre qui va durer 5 à 6 ans. Alors très vite, vous découvrez que Mouammar Kadhafi utilisait vraiment le viol comme arme de pouvoir et de guerre et que cela dépassait largement les frontières de la Libye. Est-ce que, à votre avis, les milieux diplomatiques étaient au courant de toutes ces exactions ? C'est très difficile de savoir exactement ce que savaient les Occidentaux. Cela dit, quand j'ai parlé à quelqu'un responsable un des responsables de la cellule diplomatique au Quai d'Orsay, je lui parlais d'une des femmes qui est une des tortionnaires de la petite Soraya, mais des femmes qui étaient dans l'entourage de Kadhafi, qui a été reçue au Quai d'Orsay, qui a été reçue dans l'entourage de nos chefs d'État, de Sarkozy, etc. Et quand je posais la question sur cette femme, justement, à ce haut diplomate, il me disait, nous savions, les services secrets la suivaient dès qu'elle débarquait en France. Et je dis, mais vous saviez ce qu'elle venait faire en France ? Il me dit, son shopping. Et je lui dis, on est bien d'accord ? Son shopping. Il me dit oui, elle venait chercher des filles, nous le savions. Donc on savait quand même beaucoup de choses. Et je trouve d'autant plus scandaleux peut-être alors la façon dont on a reçu Kadhafi, avec tous les égards dus à un chef d'État qui pourtant était tout sauf respectable. Votre livre a été traduit en arabe et diffusé en Libye depuis le mois de décembre. Quelles ont été les réactions suite à la parution de cet ouvrage ? Il suscite énormément de réactions de ce qu'on me dit, mais je dois rencontrer prochainement des Libyens. Je veux enfin davantage le savoir. Les médias en parlent comme un truc inouï à raconter. Ils le censurent parce que des tas de choses ne sont pas... C'est pas possible de les écrire, c'est pas possible de le dire. Mais je sais que beaucoup de femmes sont soulagées que ce genre de choses soit dites. Ça ne va pas délier la parole des femmes libyennes. Elles n'ont pas intérêt. Les victimes de Kadhafi n'ont pas intérêt à le dire et à parler. Franchement, je ne les incite pas. Elles ont tout à perdre. En revanche, il y a des complicités multiples et ces gens-là doivent être arrêtés, ces gens-là doivent avoir des comptes à rendre et j'espère que ce livre servira aussi à ça, y compris à la Cour pénale internationale. Et pour que ce pays puisse aller de l'avant, puisse un jour, j'espère, faire une démocratie, il faut qu'ils règlent les comptes avec leur passé, qu'ils acceptent de le regarder en face et qu'il n'y a pas eu que des prisonniers politiques et des exactions militaires et autres. Il y a aussi ces crimes perpétués à l'égard des femmes et je pense qu'ils ne pourront pas aller de l'avant tant qu'on n'aura pas osé aborder aussi ces questions-là.
J'espère que mon livre servira à ça. Place maintenant à notre rencontre avec la lorientaise d'origine, Irène Frein, qui, après une agrégation de lettres classiques, devient professeure, puis se consacre à l'écriture à partir de 1982, date de la publication de son premier roman, Le Nabab, qui connut un véritable succès. Depuis, elle a écrit de nombreux ouvrages comme Les naufragés de l'île Tromelin ou La forêt des 29, et écrit de nombreux articles dans les journaux comme le Paris Match, Elle, le JDD ou l'Histoire. Aujourd'hui, Irène Frein est venue nous présenter son dernier roman, Beauvoir in Love. Irène Frein, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Beauvoir in Love, votre dernier roman paru aux éditions Michel Lafon en octobre dernier. Dans cet ouvrage, vous vous intéressez à un épisode de la vie de la figure de proue de la libération des femmes, à savoir Simone de Beauvoir. Un épisode qui se déroule principalement de 1947 à 1950 et qui est celui de sa liaison avec l'écrivain américain Nelson Algren. Alors pour écrire cet ouvrage, vous avez fait un véritable travail de biographe en vous appuyant sur les œuvres respectives de Simone de Beauvoir et Nelson Algren. À quel moment et pourquoi avez-vous choisi la forme du roman pour relater cette histoire? La partie romancée ne concerne que Nelson Algren. Pour une simple raison, c'est que les lettres qu'il a répondues aux missives passionnées de Simone de Beauvoir ne sont pas disponibles, elles sont inaccessibles, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et en France, on considérait que c'était un épisode de la vie de Simone de Beauvoir, une anecdote. En réalité, une attraction réciproque, mais équivalente précisément entre les deux, une relation émotionnelle d'une très grande puissance et un échange intellectuel capital. C'est-à-dire que Nelson Algren, en lui révélant la sexualité, elle l'a dit elle-même, il a été le premier orgasme de sa vie, lui a ouvert aussi des portes de la connaissance et il a inspiré le deuxième sexe puisqu'il lui a fait connaître les féministes américaines, il a donné les ouvrages, il lui a la mise au fait des avancées de la contraception et du planning familial. Et il l'a également poussé à analyser la condition des femmes exactement avec les mêmes concepts que la condition des Noirs. Il l'a dit en ces termes. L'histoire d'amour entre Simone et Nelson est une véritable passion qui est loin d'être anecdotique. Et pourtant, Simone de Beauvoir est liée à Jean-Paul Sartre par leur fameux pacte concernant leurs amours nécessaires et contingentes. Quel rôle va alors jouer Sartre dans l'idylle de Nelson et Simone? Au départ, il était bien content parce qu'il avait envoyé Simone sur le continent américain pour une tournée de conférences et il n'était pas pressé qu'elle rentre parce que lui-même avait fait venir à Paris une franco-américaine de l'adresse qui voulait épouser, qu'il avait subjuguée. Et d'ailleurs, il était dans une crise terrible en se disant, à ce moment-là, il avait bien l'intention de marginaliser Simone de Beauvoir, qui donc, quand elle arrive aux États-Unis, est dans un état de détresse totale, parce qu'elle n'a plus d'inspiration, ses livres n'ont pas marché, c'est une femme à bout de désir et de frustration, mais quand Sartre, plus tard, va comprendre à quel point cette passion est en train de chambouler toute la vie de cette compagne que par ailleurs avec qui il ne couche plus depuis quand même presque une quinzaine d'années. Hein. La relation amoureuse au sens strict avait cessé depuis très très longtemps avec Jean-Paul Sartre. Il devient jaloux. Il devient jaloux d'ailleurs de Nelson et il va s'arranger pour saboter la relation à sa manière très subtile, très perverse et notamment en envoyant des lettres. Et donc évidemment Nelson Algren qui est fou passionné de Simone, lui il va en prendre ombrage et ils vont très vite avoir Nelson et Simone une relation tourmentée mais vraiment du type rockstar à base, surtout pour Simone, d'amphétamines, mais d'alcool dans les deux cas, et de disputes suivies d'extraordinaires réconciliations, de déchirements, et ils ne s'oublieront jamais. Il est l'heure maintenant pour Laurane de nous présenter sa sélection mensuelle d'ouvrages, et cette fois-ci, elle nous présente des livres qui nous invitent au voyage, à la découverte et à l'exploration.
Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de voyage réel ou imaginaire, d'exploration merveilleuse ou réaliste? Partir à la découverte de l'inconnu, de l'inédit. Aujourd'hui, nous sommes à Océanopolis. Ce cadre exceptionnel est en lien avec notre sélection. Du 11 au 13 avril se tient le festival Science Métis qui a pour thème Horizons lointains, nouvelles explorations. Parmi de multiples animations, retrouvez une sélection de livres proposés par la librairie Dialogue et dans laquelle j'ai pioché 4 ouvrages. L'histoire des sciences d'Anna Claiborne et Adam Larkoum aux éditions Usborne. Cet ouvrage est destiné aux enfants à partir de 8 ans et a pour objectif de leur expliquer la naissance des grandes découvertes scientifiques. Les illustrations permettent aux enfants de mettre des images sur des phénomènes parfois compliqués. Par ailleurs, saviez-vous que la célèbre formule Eureka avait été pour la première fois prononcée par Archimède lorsqu'il était parvenu à résoudre cette énigme, la composition de la couronne du roi de Syracuse, qui soupçonnait celle-ci d'être faite d'or mêlé à de l'argent. Pour tout savoir sur cette histoire, ou devrais-je dire cette légende, rendez-vous page 26. Le second livre, c'est Sur la route des pôles de Philippe Poupon et Géraldine Danon aux éditions Gallimard. Philippe Poupon est l'élève d'Éric Tabarly. Il a ensuite remporté de nombreuses courses comme la route du Rhum. C'est lui qui est à l'origine de ce projet, ce périple de 3 ans autour du monde. Il a embarqué toute sa famille sur Fleur Australe, un voilier de 20 mètres de long. Ils ont ensuite longé toute la côte ouest des États-Unis jusqu'aux îles Marquises, se sont rendus en Nouvelle-Zélande puis au cercle polaire antarctique pour finir leur voyage à Ushuaia. Un voyage incroyable. Géraldine Danon, la compagne de Philippe Poupon, a ces mots qui expliquent l'essence même de ce voyage. Comment ne pas prendre conscience de toutes les merveilles qui nous entourent après un tel périple? Il y a encore beaucoup de glace dans le passage du Nord-Ouest, en sera-t-il ainsi dans les années à venir? Ce livre généreux pose la question de la responsabilité de l'homme envers la nature grandiose mais fragile. Embarquez-vous pour un voyage de 3 ans au fil des océans et mers de notre planète. Qui peut mieux illustrer le voyage imaginaire qu'un maître de la littérature que Jules Verne? Véritable héros parmi les écrivains, chacun de ses romans est une épopée que l'on ne lâche pas une fois commencée. Pour satisfaire votre curiosité, 2 formats pour 2 publics. Pour les jeunes lecteurs d'abord, Daniel Martinigol chez Flammarion a sélectionné les meilleurs extraits des plus grands romans d'aventure de Jules Verne. Là encore, un grand voyage. On part de Paris avec Robur le Conquérant, puis l'on file au pôle Nord avec Le Pays des Fourrures, on s'envole vers la Lune avec le roman De la Terre à la Lune, et l'on plonge dans les tréfonds de la Terre avec Voyage au centre de la Terre. Pas de quoi s'ennuyer et une bonne façon d'emmener les enfants vers la lecture complète de ces grandes œuvres. Autre format, une bande dessinée, avec les enfants du Capitaine Grant aux éditions Delcourt. Alex Sinan a décidé ici de transformer les personnages en animaux. Il ne vous reste qu'à partir au bout du monde avec Lord et Lady Glenarvan. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas Science Métis du 11 au 13 avril prochain à Océanopolis. Et d'ici là, les Manchots et moi vous souhaitons de bonnes lectures. Voilà, l'émission touche à sa fin et pour ma part, devant quitter TBO pour quelques mois, l'aventure Dialogue littéraire se termine. Ce sera désormais Clémence Gris de la librairie Dialogue qui vous présentera tous les mois votre émission. Bonjour Clémence. Bonjour, et merci pour tous ces mois de présentation de Dialogue littéraire. Eh ben, de rien, avec plaisir. Allez, Kenavo. Thank you.